Bon les amis, je suis tombé sur un nouveau podcast début janvier. Alors c'est un podcast qui est assez connu dans la tech, ça s'appelle Silicon Carnet. Et je suis tombé dessus par hasard sur YouTube parce qu'il a commencé à être posté sur YouTube et j'ai vraiment bien aimé. Donc j'ai commencé ensuite à l'écouter un petit peu plus en détail sur Apple Podcast et ça a été une bonne claque parce qu'en fait j'ai commencé à me donner le challenge d'écouter tous les épisodes. Et c'était vraiment stylé. Donc vous me connaissez, quand j'écoute un truc, je prends des notes. Et donc j'ai commencé à avoir un paquet de notes sur tout un tas de trucs. Et je me suis dit que ça pourrait donner un bon épisode en fait sur les notions intéressantes que j'ai pu découvrir dans ce podcast. Alors c'est un podcast qui parle de tech. L'idée c'est que c'est un peu un talk show. Donc il y a généralement entre 2 et 3 invités. Donc ils sont 4. Et ça donne lieu en fait à des discussions sur des sujets qui sont extrêmement variés. Hein. Ça peut parler des sujets comme le solarpunk, la culture dans la Silicon Valley, ou alors même la tech, tout simplement comme l'Apple Vision Pro, ChatGPT, et même le SaaS. Hein. Il y a même un épisode sur le SaaS dedans. Et ce que j'ai aimé dans ce podcast, c'est pourquoi je voulais faire une vidéo un petit peu pour vous parler et partager avec vous des choses que j'ai beaucoup aimées, c'est qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont très familiers avec le milieu du VC. Et tout ce qui est venture capital, etc., tout ce qui est levée de fonds. Et franchement, j'en ai appris une tonne. Parce que moi, c'est pas un milieu que je connais bien. Et après avoir écouté, je sais pas, 150 épisodes, je suis quand même beaucoup plus familier avec ce milieu-là, notamment sur des notions sur pourquoi est-ce que c'est important de lever de l'argent, quand est-ce que c'est important de le faire, et surtout quand est-ce que ça ne convient pas du tout à un SaaS de lever de l'argent, par exemple. Donc, j'y vois un peu plus clair. Et je voulais du coup partager ça avec vous. Donc, comment ça va se passer ? On va d'abord faire une petite introduction sur les choses que j'ai apprises sur ce podcast-là. Donc, ça sera un épisode qui va être long. Je suis désolé, je ne peux pas le faire en moins d'1 heure. C'est peut-être même que ça va durer 2 heures. On verra. Là, je suis dans la box. On verra combien de temps ça dure. Il y a trop de trucs. Et je vais le faire tout d'une traite. Donc, on va parler d'abord dans l'introduction de tous les trucs que j'ai appris. Il y aura des petites anecdotes sympas. Je vais vous parler ensuite des épisodes préférés. Parce que j'en ai retenu 3. Et donc si vous voulez rentrer dedans en détail, on parlera aussi de la culture, tout ce qui est des passages très intéressants dans les podcasts en rapport avec la culture. On parlera de produits, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de storytelling, on va parler également de tips en management que j'ai entendu dans ce podcast qui sont super intéressants. On va parler de remote work, il y a plusieurs épisodes en fait qui traitent du remote work. Ce qui était assez marrant d'ailleurs en écoutant j'ai une technique justement que j'ai peut-être pas dit en introduction, c'est qu'en fait quand je tombe sur quelque chose qui me plaît, j'écoute souvent du premier épisode au dernier et pas l'inverse, pas du dernier au premier. Et ça a été assez marrant parce que du coup j'ai écouté du premier épisode au dernier, Silicon Carnet, et j'ai revécu le Covid, j'ai revécu du coup la guerre en Ukraine, et même la crise qu'il y a eu dans les startups pendant le Covid, etc. Et c'était super marrant en fait d'écouter ça a posteriori parce qu'en fait on voit quand on a les détails de ce qui s'est passé, on comprend en fait, on regarde ça avec un œil un peu plus attentif au niveau des détails. Par exemple, au début du Covid, on sentait l'alarme comme quoi on allait avoir une crise énorme, et puis finalement en fait il y a eu un événement qui a fait que tous les gouvernements ont commencé à faire tourner la planche à billets avec le quantitative easing, ce qui a ruisselé forcément dans l'économie. Et en particulier dans toutes les levées de fonds, ce qui fait qu'en fait un événement où on pensait que ça allait être la merde, en fait il y a eu énormément de levées qui ont été faites, donc c'est super intéressant d'écouter au premier dernier, et ça m'a permis d'avoir vraiment énormément de détails sur tout un tas de sujets. Alors ensuite on parlera de Silicon Valley et de culture américaine, parce que finalement, effectivement, ce que j'ai pas dit, d'où son nom, Silicon Carnet, ça vient de la Silicon Valley, et ce sont des gens qui habitent à San Francisco, notamment l'hôte du podcast qui s'appelle Carlos Diaz. Et il a beaucoup de copains aussi et de copines qui sont dans la Silicon Valley, donc il les fait intervenir sur ce podcast-là. Donc on a une vision très centrée sur la Silicon Valley, ce qui est très très intéressant. C'est vraiment bourré de détails, donc c'est les notes que j'ai mis et que je mettrai là, que je vous partage avec vous. Et enfin, on partira en dernière partie sur tout ce qui est venture capital et tout ce qui est levée de fonds, avec des anecdotes qui m'ont permis d'y voir plus clair et surtout de comprendre un peu plus ce métier. Bon, allez, on commence. Alors, en introduction, je voulais vous partager toutes les anecdotes que j'ai appris en écoutant ce podcast. Le premier, c'est que en fait, podcast, ça vient du... Il y a un épisode qui est fait sur le podcast avec Mathieu Stéphanie, il y a une autre personne aussi dedans. Il y a une jeune femme aussi qui a un podcast sur le VC, ou la finance, je ne me souviens plus. Et il y a une anecdote au sein de cet épisode qui est intéressante, je ne la connaissais pas. C'est podcast, en fait, c'est l'abréviation de iPod et broadcast. Et donc, ça a donné lieu à l'arrivée du podcast. Et c'est un épisode qui est assez chouette sur le podcast parce qu'il traite notamment de l'histoire du podcast, comment c'est arrivé. Et on a aussi pourquoi c'est un format qui est très très puissant.
parce qu'il laisse le temps long aux choses et il permet aussi beaucoup il vient de rentrer en profondeur dans les détails. Et en plus, il a un côté très intime. Je me souviens que dans cet épisode, en fait, Mathieu Stéphanie il raconte qu'il a découvert ça notamment en écoutant des podcasts de Joe Rogan. Il parle des certains épisodes que Jocko Willink qu'il a fait aussi, notamment un de ses préférés all time, avec un astronaute, j'ai plus le nom. C'est un format que je vous recommande d'écouter beaucoup. Le podcast, c'est vraiment, vous mettez ça dans vos oreilles. En plus, c'est souvent un podcast, un format qui est super pour le multitask. Et donc c'est voilà. Donc podcast, c'est l'abréviation de iPod et broadcast. Une autre anecdote qui est intéressante, c'est tout ce qui est, on parle souvent de bull market et de bear market. Et en fait, le bull market et le bear market, qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça vient les noms ? En fait, l'idée c'est que le taureau, quand il charge, il va charger vers le haut. Alors que l'ours, quand il va attaquer, il va plutôt la patte vers le bas. Et donc, en fait, finalement, c'est de voir ces événements-là comme des attaques de marché. Donc, on a une attaque vers le haut et une attaque vers le bas. Donc, en fait, ça a donné son nom à ça. Donc, bull market, c'est quand ça monte, et bear market, c'est quand ça descend. Et en introduction, je voulais vous faire une petite anecdote aussi. Avant qu'on rentre en détail dans tout ce qui est vraiment des notions qui vont nous intéresser, nous, quand on fait du SaaS. C'est tout ce qui est l'importance du temps long et du hasard dans la vie. En fait, ça fait plusieurs fois que je fais cet exercice sur beaucoup de chaînes de regarder les épisodes du premier dernier. Et très souvent, en fait, quand je fais le calcul à la fin, je me rends compte que les épisodes que j'ai préférés, c'est certainement pas ceux sur lesquels j'aurais cliqué en premier, en fait. Et ça, c'est assez fascinant de m'en rendre compte, parce que on se rend compte, en fait, que les meilleurs épisodes, souvent, ils arrivent par hasard. On écoute un épisode et puis on fait putain, il est vraiment bien, ah ouais, il est vraiment cool, et en fait ça devient un de tes épisodes préférés et tu n'aurais jamais cliqué dessus au début. Et ça montre aussi un point, c'est que quand on est tout le temps dans le calcul, on passe à côté de certaines choses dans la vie. Et en fait, généralement, il faut aussi croire dans le hasard, et croire dans le hasard des rencontres, par exemple aussi, croire dans le hasard des choses. C'est bien d'être dans le calcul sans cesse, mais moi j'aime le hasard parce que, comme je vous dis, là, les 3 épisodes que je vous ai mis enfin, jamais la vie j'aurais cliqué dessus. Et pourtant, c'est des épisodes qui ont pour moi été mes préférés sur le podcast. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que j'aime beaucoup faire en soirée. J'aime beaucoup demander quand j'ai des couples en face de moi comment ils se sont rencontrés. Et souvent, en fait, tu te rends compte toujours que c'est des concours de circonstances où en fait, c'est la personne qui elle s'est levée, elle n'avait pas forcément envie d'aller en soirée, elle est partie. Ou alors, et c'est des trucs en fait où ça tient à un détail en fait. La part de hasard est extrêmement forte. Et même mon histoire avec ma femme, moi c'est pareil, c'est vraiment un hasard pur. Et donc voilà, c'était vraiment une anecdote que je voulais faire avec vous sur il faut cultiver le hasard. Il faut vraiment, c'est bien d'être dans le calcul, mais le hasard peut apporter des fois des choses extrêmement intéressantes à notre aventure dans cette vie et même dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je peux même vous partager une anecdote, c'est qu'il y a un entrepreneur à The Family quand j'y étais qui s'appelle Damien Morin, qui a monté une boîte qui s'appelle Save My Smartphone. Et j'avais entendu raconter que, je me demande si c'est pas Jean qui avait raconté ça, que en fait, c'était Damien Morin, il croyait beaucoup dans le hasard des choses et il sortait par exemple beaucoup en soirée pour ça aussi, parce qu'il y avait le hasard des rencontres. Et il me semble que l'un des investisseurs qui lui a fait le premier chèque, il l'a rencontré par hasard à une soirée, et ça s'est fait très vite. Et ça montre aussi l'importance de laisser la chance au hasard. Bon, revenons. Mes 3 épisodes préférés. Alors, je vous mettrai les liens en commentaire. Le premier épisode que j'ai beaucoup aimé, ça tient sur la levée de fonds. Et en fait, ça montre, le sujet traite de faut-il lever pour réussir. Et c'est avec, il y a notamment une personne dedans qui est dans la Silicon Valley depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années. Et c'est super intéressant ce qu'elle raconte. Et en fait, cet épisode-là, il traite je vous encourage à l'écouter, il traite de pourquoi c'est important de lever de l'argent et quand est-ce que ça ne l'est pas, et surtout quelles sont les conditions et les implications que ça peut nous avoir quand on lève de l'argent. Alors, j'ai repris beaucoup de notes de cet épisode-là enfin, dans la partie sur le venture capital, mais c'était un très très bon épisode, avec un panel de personnes qui sont du skin in the game, quoi. C'est des gens qui ont levé de l'argent, qui ont monté des boîtes, qui ont fait des exits, etc. Et pour le coup, qui savent de quoi ils parlent. Donc c'était super, super enrichissant à écouter. Le deuxième épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est Au secours, j'ai vendu ma startup. C'est un épisode qui traite de tout ce qui est exit. Donc on a des gens qui ont vendu leur boîte et qui nous expliquent un petit peu comment ça s'est passé et surtout comment
Là, les processus en fait. Je crois qu'il y en a un qui a vendu sa boîte à Dolby dans ce podcast-là et qui expliquait qu'en fait, ça a été très très long en fait. À un moment, il s'est retrouvé dans une salle avec plus d'une vingtaine d'avocats et ça a duré 4 mois, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de brevets, etc. Bref, c'était très long. Et donc c'est un super épisode sur des gens qui ont fait une exit et qui nous expliquent un petit peu l'envers du décor. On a un troisième épisode qui est absolument super aussi sur le fossé culturel entre la Silicon Valley et la France. C'est en 2 parties, cet épisode-là. Et franchement, c'est le genre d'épisode où vous pouvez vous servir un verre de vin, vous pouvez vous mettre dans votre lit tranquillement et écouter. Et vous imaginez à table avec les invités. Parce qu'en fait, c'est un épisode qui est génial. Peut-être même le premier à écouter en vrai. Ça traite en fait. Donc, on a des personnes autour qui sont autour d'une table en fait et qui vous expliquent un petit peu les fossés culturels qu'il peut y avoir entre la France et les Américains, et en particulier la Silicon Valley. Et c'est vraiment sans langue de bois. On a à la fois la nuance qui est apportée sur plein de détails. Par exemple, un truc que j'ai retenu, c'est que les Américains sont toujours à l'heure. Et d'ailleurs, ça revient souvent. Dans la Silicon Valley, tout le monde est à l'heure. Ça revient souvent dans les épisodes. Cette notion de si t'es pas à l'heure, en fait, ça sera très très mal vu. Et il vaut mieux être même 5 minutes en avance à tes meetings. Ça parle aussi de, en fait, qu'il y a quand même beaucoup de calculs dans la société américaine, dans le sens où les gens sont très très ouverts, ils vont beaucoup t'aider. Mais par contre, si tu ne leur apportes pas grand chose, ça va très vite switcher derrière. Donc il y a une notion de, voilà, ils t'aident, mais derrière il faut que tu puisses aussi tenir la cadence. Je ne vais pas trop m'aventurer dans les détails parce que moi, j'ai pas été dans la Silicon Valley, donc je ne peux que répéter ce que j'ai entendu. Il y avait cette anecdote aussi entre les Américains sont des pêches et les Français sont de notre coco, que j'avais entendu de mon père il y a très longtemps. Mais en tout cas, c'est vraiment un épisode absolument génial à écouter. Je l'ai envoyé à plein d'amis et ils ont adoré aussi. Et ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur la culture de la Silicon Valley. Et surtout, c'est une culture qui reste quand même assez différente de la nôtre, malgré qu'on se ressemble, même. Qu'on se ressemble. Carlos Diaz fait souvent cette remarque que dans la Silicon Valley, finalement, c'est très asiatique. Et c'est beaucoup plus asiatique qu'on le pense. Donc voilà, super épisode que je vous encourage à écouter en 2 parties. Il y a une deuxième partie aussi. Et il y a aussi du coup un épisode que j'ai mis en 4e. Alors je sais 3 épisodes, mais celui-là j'étais obligé de le mettre. C'est Ouvrir la cage au VC. Et c'est un épisode que j'ai adoré. En fait, alors la première partie traite de l'actualité un peu du venture capital. Je sais plus, sur en 2021. Mais dedans il y a un mec qui s'appelle Thibaut Favre et qui a monté une boîte qui s'appelle Fairmint. Fairmint. Et en fait, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, Fairmint, ce que ça permet de faire, c'est que ça vous permet de pouvoir un petit peu. Ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de vous aider à lever de l'argent en dehors du VC, en dehors du monde du VC, par aux utilisateurs et de manière totalement décentralisée en fait. C'est vous avez un site par exemple, je sais pas, dans mon cas, ça serait invest.thecompaniesAPI.com. Les gens peuvent se connecter, ils scannent leur passeport et derrière ils peuvent investir de l'argent. Et ils investissent en fait sous forme d'un safe. Donc c'est forcément uniquement pour les boîtes américaines pour l'instant, de ce que j'ai compris. Et ça, j'ai trouvé que c'était un bon truc de punk. J'ai bien aimé. Et surtout, c'est super marrant quand tu l'écoutes, quand tu écoutes son histoire, comment il te raconte. Qu'ils ont commencé à lever de l'argent, à mettre en place et à utiliser leur propre système en fait pour lever de l'argent auprès de leurs utilisateurs. Et que tu as Tim Draper qui a commencé à scanner son passeport et à investir $2 millions. Enfin bref, écoutez l'épisode, c'est vraiment super intéressant. Et moi, pourquoi je dis que c'est un truc de punk ? Parce que c'est un truc qui montre une voie alternative en fait, sur que effectivement il est possible, à terme, je pense que ça sera possible, de lever de l'argent en fait depuis notre communauté, en dehors du crowdfunding. Vraiment là, les gens ils récupèrent du capital. Et eux, ils essayent un peu de démocratiser l'accès avec Fairmint, en permettant aux gens de pouvoir très vite rentrer facilement. Et dans un deuxième temps, après, c'est là où il en parle et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant sur la notion de liquidité. Donc voilà, 4 épisodes génial que je vous encourage à écouter. Faut-il lever pour réussir ? Au secours, j'ai vendu ma startup. Le fossé culturel entre la France et la Silicon Valley en 2 parties. Et ensuite, ouvrir la cage au VC, notamment pour l'intervention de Thibaut Favre sur Fairmint, qui est vraiment absolument géniale et super intéressante. Et c'est le genre de truc que moi j'aime bien, quand ça redonne un peu de pouvoir. Alors bien sûr, ça remplacera pas les VC, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est super cool d'avoir ces interventions. Et d'ailleurs, même dans cet épisode-là, il y a aussi une notion sur tout ce qui est Rolling Fund, qui a été arrivé par Angelist, qui sont un nouveau type de fonds d'investissement, qui est arrivé dans les années 2021 via Angelist. Et d'ailleurs, Carlos Diaz en a un, je crois bien.
Et donc voilà, il y a toute une explication sur tout ce qui est rolling fund, etc. Et donc parmi toutes les notes que j'ai prises en écoutant ces différents épisodes, j'ai classé en plusieurs catégories. On va parler un petit peu de culture. Il y a un moment dans un épisode, ils ont parlé de culture, et Pierre Gobil, on le voit souvent en fait parler dans ce podcast, et il est toujours extrêmement pertinent, vraiment super intéressant. Moi j'ai appris tellement de trucs. Il a un podcast aussi qui s'appelle 34 éléments, et donc il dit: la culture, c'est la personnalité de l'entreprise. C'est ce qui permet aux gens de se comporter sans que cela n'ait jamais été écrit. Finalement, c'est un peu, c'est quelque chose qui, il y a vraiment une notion de, face à une situation, la culture va faire que les gens vont réagir d'une certaine manière, parce que c'est dans la culture en fait. Pour réfléchir à la culture, il faut réfléchir à deux choses importantes. Tes convictions fortes que les gens doivent partager avec toi et tes valeurs. À partir du moment où tu as tes convictions et tes valeurs, tu en déduis des comportements. C'est fort, car en période de crise, c'est ce qui fait que les gens ont envie de rester et ont envie de se battre. Et ça, c'est un truc qui est absolument ultra important quand on veut construire sa culture. Et j'ai aimé cette phrase. À partir du moment où tu as des convictions fortes et des valeurs, tu en déduis des comportements. Et en période de crise, quand c'est la bérésina, et ben en fait, si tu as des comportements qui sont extrêmement forts et qui sont extrêmement intéressants, intelligents, bah c'est ce qui permet que les gens, non seulement ils vont rester, mais surtout ils vont prendre les meilleures décisions. Et les gens qui ont une culture forte, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour leur boîte. Hein. Et malheureusement, en fait, la culture, c'est une sorte un ensemble de pensées qui fait qu'on va pouvoir se comporter d'une certaine manière sans que ça ait jamais été écrit. Et Carlos Diaz enchaîne derrière en expliquant que la vraie culture, elle coûte rien. La vraie culture, il ne devrait pas y avoir $1 de rattaché. Il faut se méfier des paillettes qui maquillent des valeurs, mais qui n'en sont pas. Et c'est intéressant parce que, alors, bon, je pense qu'on peut nuancer. Hein. Il y a des fois des choses dans la culture qui coûtent de l'argent. Par exemple, dans la culture de The Family, quand j'y étais, il y avait des grands repas qui étaient organisés. Et ça faisait partie de la culture. Hein. Parce qu'il y avait aussi derrière cette notion de care. En fait, il y avait cette notion de care, il y avait cette notion de on passe du temps ensemble, et cette notion de on fait la fête ensemble, on parle. Et tout ça, ça paraît des détails, mais c'est extrêmement important dans la culture d'une boîte. Hein. Et ça fait que les gens, ça coûte de l'argent. Mais il y a beaucoup de choses qui ne coûtent rien dans la culture. Et la vraie culture, il ne devrait pas y avoir $1 de rattaché. Donc j'avais trouvé ces deux parties-là très intéressantes sur la culture, et je pense que ça demande beaucoup de réflexion. Et finalement, en fait, la culture, elle vient énormément des fondateurs. C'est cet ensemble de comportements que les fondateurs ont, qui vont ruisseler sur tout le reste de l'entreprise et qui vont faire leur identité. Et c'est bien pour ça aussi qu'il n'y a jamais deux histoires qui se ressemblent dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, quand tu mets 3 personnes ensemble, la culture que ça fait de ces 3 comportements-là, elle va être unique. Elle va être unique. Tu vas avoir une personne qui va, adorer documenter, faire des chaînes YouTube, expliquer aux gens, etc. Et bien ça va faire partie de la culture en fait, qui va créer un ensemble de choses extrêmement positives pour la boîte. Tu vas avoir des types qui vont être absolument à fond dans tout ce qui est les tests, par exemple, les tests unitaires. Comment est-ce qu'on crée un beau produit qui soit extrêmement bien testé pour gagner du temps. Ça fait partie de la culture. C'est des boîtes qui font pas de tests et des boîtes qui font des tests. Et donc les deux valeurs, j'avais fait un épisode d'ailleurs sur ça. Les bonnes valeurs de culture, c'est quand tu as des boîtes qui le font pas et des boîtes qui le font. Ensuite, il y a des choses qui ont été super intéressantes qui ont été expliquées qui ont été dites sur le produit, notamment sur tout ce qui est POC. Alors, c'est encore Pierre Gobil qui disait ça. L'idée de croire que vos clients vont vous aider à formaliser ce que doit être votre produit est hyper dangereux. Les clients comprennent leurs problèmes. En revanche, ils comprennent très mal la solution qu'il faut mettre en œuvre pour régler ce problème. D'ailleurs, sinon, ils l'auraient déjà fait. Donc, monter nos roadmaps avec un client, c'est de mon point de vue hyper dangereux. C'est pour cela que j'ai beaucoup de mal avec les POC. Les POC, c'est les Proof of Concept, qu'on fait généralement avec des grands groupes lorsqu'on veut leur vendre une solution, par exemple en B2B. Donc, la réalité, elle est simple. Tant qu'un client ne vous donne pas un chèque, il ment. Faites du business. Si les gens ne sont pas prêts à payer, dites non. Ne faites pas un POC. Passer par un POC, c'est une faillite de la proposition de valeur. Soit on a de la valeur et on la vend, soit on n'a pas de valeur et on passe son chemin. Ça revient avec ce qui a été expliqué juste après. C'est quand tu es une startup, l'un des trucs les plus pénibles qui puissent t'arriver, c'est d'avoir très tôt un corporate en client. Il peut te dégager de ta roadmap et te défocus complètement. Ils sont en plus pleins de certitudes et ont du mal à prendre des décisions rapidement.
La naïveté et l'agilité, c'est une des forces d'une startup. Ne regardez pas un corporate comme une plateforme pour devenir successful, mais soyez d'abord successful et leveragez les corporates pour devenir encore plus successful. Et ça, c'est une erreur que j'ai vu beaucoup de startups faire de mon côté, et ça peut tuer une boîte. Alors des fois, ça marche, vous allez peut-être me trouver le contre-exemple sur 10 qui fonctionne, mais en règle générale, quand tu montes un truc, une startup, tu sais déjà pas toujours très bien où ce que tu veux aller. Et si tu commences à avoir un corporate qui arrive et qui te demande « Ah ouais, c'est super intéressant ce que tu fais, d'ailleurs, faisons un POC, etc. blablabla », il peut tuer ta boîte. Parce que comme il explique, et ça c'est ce que j'ai aimé, si les gens ne sont pas prêts à payer, dites non. Faites du business. Passer par un POC, c'est une faillite de proposition de valeur. Et surtout, lorsqu'on a un corporate qui ne sait lui-même, qui est extrêmement lent, parce qu'en fait, il y a beaucoup cette notion qui revenait au fil des épisodes où les corporates, ils ont 80% d'informations et 20% de décisions, alors que nous, en fait, on doit prendre 80% des décisions sur le 20% d'informations qu'on a. Et ce qui fait qu'on va être à la fois plus agile, mais surtout, on avance beaucoup plus par incertitude. Et les corporates, ils peuvent vous amener dans des situations où ils vont vous défocus de la roadmap et ça peut vous buter. Donc, c'est deux phrases très intéressantes que j'ai appréciées sur le produit. Et méfiez-vous. Méfiez-vous. Je trouve que ce qu'il dit à la fin, ça fait beaucoup de sens. Ne regardez pas un corporate comme une plateforme pour devenir successful, mais soyez d'abord successful. Et ensuite, tu leverages les corporates pour devenir encore plus successful. Et finalement, c'est ce qu'a fait une boîte comme Crisp. Crisp, ils ont commencé avec les SMBs. Ils ont commencé avec des petites structures, des petites boîtes, des petites startups. Et ça leur a pas empêché d'avoir des gens qui payent et qui ne chantent pas. Et puis, progressivement, là, ils arrivent dans une situation où ils commencent à avoir suffisamment de fonctionnalités. Ils ont tout factor, tous les trucs qu'on leur demande, etc. Plus d'expérience aussi. Et là, ils commencent à taper le corporate avec des price points qui sont bien plus élevés. Où les gens, déjà, payent à l'année et payent beaucoup plus cher. Donc voilà, ça c'est une très très bonne remarque sur le produit qui valait le coup d'être noté et que je voulais partager avec vous. Ensuite on va parler un petit peu d'entrepreneuriat. Et c'est très marrant parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire avant. Carlos Diaz enchaîne en expliquant « Dans une grande entreprise, tu as 80% d'informations et 20% de décisions. Quand tu es entrepreneur, tu as 20% d'informations et 80% de décisions à prendre. Et c'est ça la difficulté finalement d'une startup. Tu dois décider vite avec extrêmement peu de savoir. Et la grande force des startups, c'est leur agilité. Et ça, travaillez à fond votre agilité, tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore les trucs comme TurboRepo. Si vous n'avez pas un TurboRepo dans votre startup et que vous faites du SaaS, vraiment, regardez ma vidéo sur TurboRepo, c'est de la balle. Ça rend tellement plus agile. Mais l'agilité, elle est clé. Parce que l'agilité, elle permet très vite de trouver le nord le plus vite possible quand on est une startup. Et les grands groupes, finalement, et ça fait sens. Eux, les grands groupes, ils ont une situation, ils ont beaucoup plus à perdre qu'une startup. Ils ont déjà du chiffre d'affaires, ils ont des ICP bien définis, ils ont de l'information. Mais c'est trop plein d'informations fait que des fois, ils sont beaucoup plus lents à prendre une décision. Alors que nous, en fait, quand on veut faire un pivot, ça va vite. Des fois, ça fait le lendemain, ça y est, on est déjà en train de coder le pivot, tu vois. Donc, et ça, c'est une force au début d'une startup. Il faut cultiver cette agilité. Et il faut aussi se rendre compte que quand on commence à travailler avec des corporates, et en fait, cette différentiel de travailler, ça pèse et ça peut vous amener droit dans le mur et surtout ça peut décaler votre roadmap complètement. Hugo de Gentil de Willow, il explique aussi ensuite après que l'avantage quand tu sais pas trop où tu vas et que tu es solo founder, c'est que tu peux plus facilement structurer ta vision et ton produit progressivement et avoir ensuite une direction plus convaincante avant de faire monter quelqu'un à bord. Ça c'était un épisode sur tout ce qui était solo founder. Et je l'avais noté parce que moi j'ai vécu ça aussi. Quand j'ai commencé mon SaaS, je savais absolument pas où j'allais. Vraiment, je vais pas vous mentir, j'avais aucune idée d'ailleurs. En fait, ça n'a rien à voir ce que je fais aujourd'hui de ce que j'ai commencé il y a 4 ans. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'en fait, ceux qui commencent en tant que solo founder, c'est pas très grave. Déjà, avant d'avoir des opportunités dans la vie, des fois, il faut être une opportunité, très souvent. Et si vous n'arrivez pas à convaincre les gens, c'est pas grave. Dites-vous que vous commencez seul, et ensuite, vous allez plus facilement structurer votre vision et votre produit. Et progressivement, vous allez avoir une direction plus convaincante. Et c'est là où vous allez réussir à pouvoir faire monter les gens à bord, pouvoir faire en sorte que les gens ils prennent les risques nécessaires pour monter à bord du bateau. Donc, c'est pas forcément grave de commencer tout seul. Commencez tout seul, voyez ça comme un avantage, structurez votre vision, la direction à prendre, et derrière, après, les gens ils monteront à bord. Pierre Gobil enchaîne avec quelque chose d'intéressant aussi sur l'entrepreneuriat. Alors, j'aurais pu le mettre dans les levées de fonds, mais je l'avais mis là, ici. Il explique qu'on est tous obsédés par les levées de fonds et que d'ailleurs on les célèbre. Ce qui est pour moi une aberration, je le quote, une absolue aberration. On célèbre un client, pas une levée. Et il y a tout un contexte médiatique assez toxique qui en plus
fait croire aux entrepreneurs que s'ils n'exécutent pas très très vite, ils ne vont pas réussir. Or, ce qui amène l'argent, c'est une capacité à aller vite, ce qui fait que les gens investissent chez vous. Alors après, on en débattra. Mais moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire, dans beaucoup de cas, d'aller vite. Bien au contraire. Et c'est ce qui en fait entraîne les entrepreneurs dans une course à l'argent, car ils croient qu'ils vont mourir. Mais dans les étapes originelles d'une startup, il faut apprendre vite. Valider que le problème est réel avant de se jeter sur la construction complexe d'un produit et embaucher lentement si on ne sait pas quoi leur demander. De ce fait, le manque d'argent au départ peut être une chance, car il demande de se concentrer sur l'essentiel et les bonnes questions. Je répète, le manque d'argent au départ peut être une chance, car il demande de se concentrer sur l'essentiel et les bonnes questions. Et pourquoi je l'ai noté? Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand j'ai démarré, je ne savais pas ce que je faisais. Tu m'aurais filé 500 000 euros, je les aurais cramés comme un âne. Non, mais clairement, je sais exactement où je les aurais mis, et je sais exactement qu'après coup, j'aurais regretté de les avoir mis là-dedans. Le problème, c'est que j'aurais abandonné du capital. J'ai démarré avec mes fonds propres, j'ai aussi utilisé la carte du chômage. Tout ça, ça m'a permis d'affiner ma direction. Je reviens avec la phrase d'avant. Et derrière, de savoir où je vais, et de ne pas cramer mon argent trop vite. Et de l'argent, en fait, quand tu crames ton argent, tu crames des parts. Et ça arrivait d'ailleurs pas plus loin. J'étais en call avec une startup il y a avant-hier, je crois bien. Et c'est ce qu'il a expliqué. En fait, lui, il avait cramé tout son seed dans une direction qui n'était pas bonne. Et ils ont dû pivoter et ils avaient cramé une grosse partie de leur seed, quoi. Donc, n'ayez pas peur. En plus, en France, en vrai, il y a plein de manières d'avoir un peu d'argent. Le chômage, c'est une super arme. Il y a plein d'entrepreneurs à succès qui ont utilisé le chômage pour monter leur boîte. Donc, allez-y, foncez sur ça. C'est pas grave. Et surtout, ça vous permet de pouvoir trouver. Voyez ça comme un investissement pour trouver la direction. Et c'est pour ça qu'en fait, cette obsession de la levée de fonds dès le début, elle peut être parfois dangereuse. Parce qu'elle va vous faire penser qu'il faut aller extrêmement vite, alors qu'au début, non. C'est bien le contraire. Il faut apprendre vite. Mais pour apprendre vite, il faut se tromper aussi. Et quand on se trompe, si on se trompe parce qu'on a embauché des mauvaises personnes, ça coûte du cash. Donc des fois, il vaut mieux faire les erreurs au début, affiner une direction, et après derrière, on accélère. Quand on a la bonne direction. Mais pas quand on est en train d'ajuster la boussole. Ça n'a complètement aucun sens. Et c'est pour ça ce qu'il explique. Embaucher lentement. Si on ne sait pas, il faut embaucher lentement en fait. Si tu ne sais pas quoi leur demander, t'es foutu. Et il y a une erreur que j'ai vu plein de personnes faire et que j'ai aussi fait dans le passé. Quand tu prends des stagiaires, mais que tu sais même pas toi-même où ce que tu veux aller, ça peut être très très compliqué. Ça peut être une grosse perte de temps. Ça peut être une énorme perte de temps. Il y a des gens qui se disent ouais, il faut prendre des stagiaires, etc. Ça coûte pas cher et du coup on va pouvoir aller plus vite. Et en fait, ils se rendent compte que même eux, ils les font travailler sur des trucs en fait qui n'ont aucun sens. Ils perdent du temps à manager. Et en fait, 6 mois plus tard, on sait pas du tout la bonne direction où on allait et on pivote. Voilà, temps perdu. Pierre Gobil enchaîne. Les entrepreneurs sous-estiment le poids des habitudes chez leurs clients. C'est super dur de faire changer les gens, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et pour les faire changer, il ne faut pas juste être un peu meilleur. Il faut être 1000 fois meilleur. J'ai bien aimé, alors je suis un grand fan des habitudes, j'ai même collé une application qui s'appelle résilience.club où j'ai mes habitudes et chaque jour j'essaie de les faire. Et je peux vous garantir que ça a résonné en moi cette phrase parce que moi-même qui essaye et qui met en place des process pour changer mes habitudes et aller plus vite, et surtout fait exécuter mieux, et ça peut être même des choses de base dans la vie de tous les jours, comme par exemple je fais mes courses toujours le même jour de la semaine, enfin il y a des choses qui vous permettent de pouvoir gagner en qualité de vie, en confort, puis avoir à penser aux choses. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose qui est très difficile. Donc, mettez-vous à la place de vos clients. Quand on fait quelque chose et qu'on arrive sur un nouveau paradigme où il va falloir leur faire trouver une nouvelle habitude, il ne faut pas se mentir à soi-même, ça va être difficile. Et si ça va être difficile, il ne va pas falloir être un peu meilleur, il va falloir être 1000 fois meilleur. Il va falloir commencer à être extrêmement exigeant sur notre onboarding. Il va falloir être extrêmement exigeant sur notre narrative. Il va falloir être extrêmement exigeant sur notre roadmap et notre primitive pour savoir quel est l'essentiel de ce que je suis en train de faire, quel est le vrai problème et comment est-ce que je le résous. Et comment est-ce que je l'explique de la manière la plus succincte possible et que j'enlève tout le bruit autour. Tout ce qui ne améliore pas la primitive, 9 fois sur 10, ça dégage. Tout ça, ça va être une vraie discipline qu'il va falloir mettre en œuvre parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut amener à changer les gens et à leur faire développer des nouvelles habitudes, mais c'est dur. C'est pour ça que l'entrepreneuriat aussi, c'est dur. Donc, une phrase qui montre aussi et qui nuance aussi, qui sous-estime le poids des habitudes chez leurs clients. Quand quelqu'un utilise une solution externe, le faire switcher sur votre produit, il va falloir être excellent, il va falloir être bon. Il va falloir même des fois travailler sur une niche, parce que ça va nous permettre d'être extrêmement pertinent pour uniquement ce persona-là, oubliez le reste, uniquement ce persona-là, et derrière après, tu vas être plus convaincant, tu vas avoir plus de force pour le déloger, parce que tu vas être plus pertinent. Alors,
C'est très marrant parce que c'est un des derniers épisodes que j'ai écouté. C'était avec Frédéric Mazella dans Blablacar. Donc il y a quand même des très très bons invités sur ce podcast. Vous avez Thibaut Elzière qui a fait 2 apparitions ou 3 apparitions, je sais plus. Vous avez Frédéric Mazella, vous avez Jean de la Roche-Brochard qui est passé dessus. Vous avez des gens que je connaissais pas, qui sont des gens très connus dans la vallée. Des Français qui bossent dans des grandes boîtes. Et vraiment, c'est passionnant. Et puis, bon alors, Frédéric Mazella, il a fait une aparté sur justement tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Et il dit... Alors, il commente un de ses livres qu'il a écrit, que j'ai pas lu, où il explique un peu l'histoire de Blablacar, qui est disponible sur Amazon. De toute façon, il en a écrit qu'un seul, je crois. Et une des apartés qui vient, c'est qu'au tout début de Blablacar, les monnaies étaient quelque chose de très présent dans le système qu'on voulait faire. Le principe, c'est commuto, et la monnaie, c'est les mutos, qui mutent, justement. Une monnaie, ça mute. La société, en fait, au début, d'ailleurs, elle s'appelle Commuto, pour cette raison-là, la société Blablacar. C'est de l'échange de services. Un peu de la même manière que tu as de l'échange de biens sur eBay, là, tu as de l'échange de services. Et à chaque fois que tu rends un service, ça a une certaine valeur, qu'on appelle les mutos, que tu peux en fait réutiliser ailleurs pour un autre service comme un cours d'anglais, ta SA, etc. C'est-à-dire que si moi je viens vous aider à réparer un meuble, en fait je vais gagner des mutos, et ces mutos-là, je vais pouvoir les utiliser par exemple pour que quelqu'un vienne me donner un cours d'anglais. Okay, donc l'idée c'était de faire une marketplace au début de Blablacar, de l'échange de services. Et finalement, en fait, il explique qu'ils sont partis avec des euros tout bêtes. Et on ne l'a pas fait, car il y a un truc très important chez un entrepreneur. C'est qu'il faut rester focus quand on crée une boîte. Si tu n'es pas focus, tu ne fais pas un truc qui marche. Et pourquoi je vous ai noté ce paragraphe-là ? C'est parce que même les meilleurs, quand on est dans son projet, on commence à avoir des grandes idées, etc. Et on finit par toujours se rendre compte que c'est tellement difficile déjà de faire ça, que si vous essayez de faire ça, vous allez vous planter. Et Blablacar, ça a été le cas en fait. Finalement, ils ont fini par faire, au lieu de faire un échange de services, ils ont travaillé uniquement sur le service du covoiturage. Et ils ont absolument tout recentré là-dessus. Et ça a été le succès qu'on lui connaît. Et c'est aussi, ça montre l'importance de commencer par une niche et de faire ça et de le faire bien. Partez pas dans tous les sens. Une erreur que je vois à chaque fois les gens faire au début, et que j'ai fait aussi quand j'ai démarré, c'est de vouloir faire des choses trop grandes dès le début. Et de faire trop complexe avec des milliers de features. Une marketplace de services. Non, fais une marketplace sur un service particulier. Et après, derrière, rien ne t'empêche de pouvoir exploser. Airbnb, ils n'ont pas commencé par vendre des expériences. Ils ont commencé par être un système de couchsurfing où les gens pouvaient louer une pièce où les gens pouvaient dormir chez l'habitant même. Puis après, progressivement, ça s'est augmenté. Mais ça a pris des années, tu vois. Donc il faut commencer simple. Et regardez ma vidéo que j'ai faite là sur les primitives, sur la narrative primitive enablers, parce que ça va vous aider dans cette réflexion-là. Et Thibaut Elzière, il continue dans cet épisode et il dit la suite. C'est assez marrant car l'inception de Photolia. Alors Thibaut Elzière, il a monté un studio qui est très très connu qui s'appelle eFounders, qui a des boîtes, qui a plusieurs licornes, que ce soit Spendesk, Front, etc. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il est dans le SaaS. Et au tout début, il a vendu avant de monter eFounders, il avait monté une boîte qui s'appelle Photolia, qu'il a vendue à Adobe, je crois bien, pour $1 milliard ou je sais plus, enfin beaucoup d'argent. Et c'est après du coup qu'il a monté eFounders. Et il dit que c'est assez marrant car l'inception de Photolia, ça je crois que j'en ai jamais parlé, mais quand je l'ai pitché à mes investisseurs, l'idée c'était de faire une place de marché de tous les biens intangibles. Je comptais vendre des vidéos, des photos, des templates, etc. Et puis finalement, j'ai commencé par la photo, et j'ai focus, et je suis resté là-dessus. Et ça revient exactement avec ce que disait Frédéric Mazella juste avant. Faites-vous une faveur, faites du travail sur une niche, le plus vite possible. Et trouvez la niche la plus intéressante pour vous, et nail le niche. C'est le premier chapitre de From Impossible to Inevitable, le livre qui a été écrit par Aaron Ross et Jason Lemkin, que j'ai fait aussi une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à la regarder, mais c'est le premier chapitre. Nail a niche. Tu commences par une niche tout le temps. Vous faites pas avoir. Quand on est entrepreneur, c'est vraiment le problème, on a trop d'idées. Et des fois, on commence à vouloir faire des trucs qui sont énormes. Non, on recentre. Ça vous empêchera pas de faire des trucs énormes après, mais on recentre. Et c'est ce qu'a fait Frédéric Mazella et Thibaut Elzière. Et c'est deux anecdotes que je ne connaissais pas, à la fois sur Blablacar et Photolia, qui montrent que si eux, ils ont dû commencer par une niche, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est l'exécution à faire. Voilà sur tout ce que j'avais à dire sur l'entrepreneuriat. Et maintenant, on va parler d'une anecdote sur le storytelling. Romain Serment, ah ouais, super intéressant. Il y a Romain Serment, je ne le connaissais pas, c'est le directeur de BPI France aux États-Unis. Et il est toujours extrêmement sharp dans ses explications et intéressant. Et il explique en fait, le storytelling, c'est du cinéma. Tu as un héros et dans les 6 premières minutes, tu as compris ce qu'il veut et son problème. Il rencontre un guide
qui a une solution et un plan à celui-ci. Et qui va l'aider dans les années à venir à le résoudre, à aider finalement le héros à résoudre son problème qu'il a. Ça, en gros, c'est dans les grandes lignes, ok ? Vous pouvez penser à Star Wars, Luke Skywalker, il finit par rencontrer Obi-Wan Kenobi ou je sais pas quoi, ou Yoda, et puis en tout cas, il y a une quête, il y a un problème, le héros, il a un problème. Et dans les 6 premières minutes, tu vois. Maintenant, l'erreur que tout le monde fait, c'est de penser que le héros, c'est ta boîte. Que la boîte, en fait, que c'est l'entrepreneur, en fait, que le héros de l'histoire, c'est l'entrepreneur. Mais en fait, non. Le héros, c'est le client. La boîte, c'est le guide. Et ça, c'est la base de la base pour construire une histoire qui soit convaincante. Et ça peut prendre des mois à construire. Il faut trouver le bon axe pour être ambitieux et convaincant. Et j'ai bien aimé cette notion de, quand on construit du storytelling, quand on construit une histoire, c'est de ne pas se voir comme le héros. Tu te vois comme le guide. La personne qui a le problème, c'est ton client. C'est lui le héros de l'histoire. Toi, tu es le guide qui est là pour lui expliquer comment la solution va l'aider dans son périple et à résoudre son problème. C'est comme ça qu'on arrive à finalement construire une histoire qui est super intéressante. Et donc il termine notamment dans cette notion qu'on peut trouver un bon axe pour être ambitieux et convaincant. Il cite Elon Musk. Quand Elon Musk explique qu'il va aller sur Mars, il n'y a pas été. Mais on retient qu'il va peut-être y aller, qu'il va peut-être y arriver, et on a envie de faire partie de l'aventure. Être ambitieux, c'est bien. Et ce que j'ai retenu dans cette phrase, c'est donc cette notion de héros et de guide, mais aussi cette notion d'ambition. Il y a un moment, si votre histoire n'est pas ambitieuse, elle va beaucoup moins attirer l'attention, et si elle n'attire pas l'attention, les gens vont partir. Donc il ne faut pas hésiter à être extrêmement ambitieux. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on reproche à tort, je trouve, aux storytellers, c'est d'être un peu d'amplifier les choses. Mais tu n'as pas le choix. Si tu veux que ton histoire soit convaincante, il faut y aller. Et il faut amplifier les choses. Et Elon Musk, il a extrêmement bien compris ça parce qu'il l'utilise tout le temps. Quand il vous explique qu'il va vous implanter une puce dans le cerveau et que ça va être fait pour lutter contre l'intelligence artificielle, etc., il y a une histoire derrière, il y a une narrative. Elle est ambitieuse, elle peut faire peur pour certains, c'est vrai, mais en tout cas, elle est extrêmement ambitieuse. Donc, il faut être ambitieux dans son histoire. C'est peut-être que quand on fait une landing page, il faut être ambitieux, mais il faut surtout se voir comme le guide. Voilà. Et ça, d'ailleurs, pourquoi je vous ai noté ça ? C'est pour à la fois votre pitch et votre narrative, mais c'est aussi beaucoup pour quand vous allez construire une landing page. Parce que le storytelling d'une landing page, c'est ce qui fait la puissance de conversion d'une landing page. Si vous avez un super storytelling, ça peut cartonner. Par exemple, d'ailleurs, il y a un site qui est trop bien, qui s'appelle new.computer. Et si vous allez dessus, ça a été fait par un ancien de chez Apple. Et c'est une landing page qui est extrêmement originale et qui montre un petit peu comment, il arrive à résoudre son problème, etc. Alors, il y a aussi un héros et un guide. Bref, vous pouvez regarder. Mais c'est super intéressant comment il a construit sa landing page. Et ça ne se prêtera pas forcément pour du B2B en SaaS comme nous. Mais par contre, ça peut très bien se porter pour tout ce qui est subscription, une application mobile, etc. Et aussi, une anecdote qui revenait souvent dans le podcast, c'est que les gens la différence entre les Américains souvent et les Français devant les VC quand ils pitchent leur startup, c'est que les Américains ils vont énormément amplifier les choses. Et du coup, ils promettent la lune. Et il expliquait que justement, en tout cas c'est ce que je retiens, c'est que quand tu vas pitcher un VC, il faut voir les choses en grand. Il y a une anecdote qui est trop marrante. Je crois que c'est le gars de Platform.sh. Je l'avais dit dans le podcast avec Raphaël. Le CEO de Platform.sh qui arrive dans la Silicon Valley et qui doit pitcher un VC. Et en fait, il s'y attendait à ce qu'on lui demande comment allait devenir une $1 billion compagnie, tu vois. Et donc il arrive et tout, il prépare son truc, on lui pose la question, il répond. Et là, la personne elle lui demande « Et comment tu vas devenir une $10 billion company ?» Et donc lui, il sourit, il croit que c'est une blague. Et en fait, non, c'est pas une blague. C'est qu'à un moment, quand tu rentres dans la Silicon Valley, c'est une autre échelle. Et là, si t'as pas cette notion de où tu dois survendre sans cesse, t'as pas le choix en fait. Les gens vont passer devant toi. Donc il faut voir les choses en grand quand tu vas dans la Silicon Valley, quoi. Ça c'est clair et net. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Silicon Valley n'est pas pour tout le monde. Donc voilà, storytelling, pensez-y, cette notion de héros et de guide, quand on fait sur la landing page, c'est clé. Maintenant, on va parler un peu de management et j'avais qu'une citation dedans. C'est tout ce qui s'appelle silent meeting. J'en avais jamais entendu parler, mais je trouve ça tellement pratique. Et je pense même que je vais essayer d'expérimenter ça avec Yael. En fait, donc la personne s'appelle Jean Lafleur. Il travaille à Anaxi. Et le silent meeting d'Amazon, Twitter et Square. En fait, le concept, c'est que tu arrives avant la réunion avec un Google Doc où tout est documenté sur le contenu du meeting. Et donc, tu envoies ce Google Doc avant le début du meeting. Et le premier tiers du meeting, chacun le passe sans parler en fait, à lire et à commenter sur le Google Doc en fait. Donc, on a tous le Google Doc. Premier tiers du meeting, on le lit, on commente. Et cela permet de ne pas imposer en rythme et d'aller plus en profondeur sur ce qu'on a à dire. Pour l'avoir testé, c'est génial.
tu as plus du tout envie de faire des meetings, de faire des meetings en fait autrement qu'avec ça. Tu lis aussi beaucoup plus rapidement que tu écoutes ou que tu parles, et tu as une structure beaucoup plus aboutie dans l'information, dans le passage d'information. Et le silent meeting, finalement, c'est ça. Je trouve ça super malin. Ça demande un peu de préparation finalement, parce qu'avant, il faut préparer le Google Doc, mais ça aide aussi à structurer sa pensée. En tout cas, la personne qui organise le meeting, il structure sa pensée, il structure le plan, et plutôt que de suivre et que tout le monde écoute, boum, on lit tous, et comme il dit, hein, ça c'est vrai, j'avais jamais pensé, mais tu lis beaucoup plus vite que tu parles ou que tu écoutes, et surtout tu peux commenter en fait. Et ça va permettre vraiment, silent meeting très intéressant, ça va permettre de pouvoir sûrement gagner, il y a beaucoup de meetings je pense qui pourraient être transformés par ça. Et je pense même que ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'aller à son rythme. Et surtout quand on est dans un meeting, chacun, c'est un peu ce que je reproche à l'école, c'est que tu as un fil directeur et en fait, si tu vas pas au rythme qui t'a imposé, en fait, tu finis par décrocher. Et en fait, des fois, si t'as décroché dans les 15 premières minutes du cours, en fait, les 30 premières minutes, tout ce qui suit derrière, t'es largué, en fait, et t'es condamné à chez toi à tout retravailler, tu vois. Ça m'arrive tellement de fois au collège, ça. Et le fait d'aller à son rythme, c'est clé. Et là, en fait, le silent meeting, ça vous permet d'aller chacun à son rythme. Ça permet qu'à quelqu'un qui a besoin de 5 minutes de plus pour traiter l'information, parce qu'il est plus jeune, parce qu'il a moins d'expérience, parce qu'il maîtrise moins le sujet, peu importe, et en fait, il va pouvoir le faire. Et du coup, tout le monde en bénéficie de ça parce qu'il va être beaucoup plus pertinent dans les commentaires qui vont suivre derrière. Et même l'exécution va être améliorée. Donc ouais, le silent meeting, un truc à garder, et je connaissais pas, je l'ai appris dans un des épisodes, je ne me souviens plus lequel, mais c'est quelque chose qui est clé. Bon, il y a quelques épisodes, parce que forcément, comme vous vous doutez, c'était assez drôle parce que j'ai un peu revécu le Covid, mais il y a beaucoup d'épisodes qui ont été faits par le remote working parce que le Covid a amené tout le monde à travailler en remote, et donc ça a été le sujet de plusieurs épisodes. Et vous avez Frédéric Play, qui est l'un des fondateurs de Plateforme.ch, si je dis pas de bêtises, qui explique en fait, alors Plateforme.ch, ils sont tous en remote. Et il montre un petit peu l'avantage du remote. En fait, l'avantage du remote, c'est que tu peux acquérir une diversité assez incroyable au niveau des nationalités. Quand ils se sont rejoints, en fait, ils font des retreats. Quand ils se sont rejoints à Paris et à Barcelone, ils avaient quelque chose comme 150 nationalités différentes. Et il dit c'est impossible d'avoir cela dans une startup si t'es pas en remote. En tout cas, dans une startup de la taille de Plateforme.ch. Et il dit que, donc, indépendamment de ça, c'est un accès à un pool de talents qui est beaucoup plus large. Et ils se retrouvent une fois par an dans une ville. Donc là, ils avaient été à Barcelone et puis ils se sont retrouvés à Paris. Et ça coûte 2000 € par employé en moyenne. Donc tu t'imagines bien que ma main, elle a tremblé quand j'ai fait le chèque. Le travel expense, c'est forcément un gros poste de dépense pour une startup en remote. Mais si tu compares avec le foncier à San Francisco, tu t'y retrouves. On fait aussi en sorte que chaque personne ait de l'aide pour payer ses impôts dans son pays. C'est pour ça aussi que j'ai noté, je trouvais ça intéressant. Donc faire en sorte que chaque personne ait de l'aide pour payer ses impôts dans son pays. Car c'est pas forcément évident pour tout le monde et quand c'est la première fois que tu bosses en remote. Ce qui est important aussi, c'est sur le travel expense. Alors, dans la Silicon Valley, le foncier il coûte très cher. Donc forcément, tu peux t'y retrouver. Par contre, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui font du remote et qui se retrouvent régulièrement une fois par trimestre avec leur équipe de 10-15 personnes. Et ils ont fait les calculs. Et ils ont trouvé que tu gagnes un peu, mais tu gagnes pas des masses non plus. Parce que, comme dit, le poste de travel expense, c'est quelque chose qui va devenir très significatif dans la boîte. Il faut payer les billets d'avion, il faut payer les restaurants aussi, quand vous retrouvez. Tout ça, en fait, le loyer aussi de l'endroit où vous allez vous retrouver. Donc, c'est quand même les gens qui pensent qu'ils vont faire des économies en faisant du travel, en ayant tout le monde en remote. Si vous faites des retreats régulières, oui et non. Ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Mais par contre, comme il explique, vous allez avoir énormément de nationalités et aussi beaucoup un accès à un pool de talents beaucoup plus large, quoi. Et ça, clairement, on n'est plus dans les années 2000. Vous regardez même ne serait-ce qu'en Inde, les développeurs, ils sont chauds. Je vois sur GitHub. Même en Ukraine, il y a des gens qui sont ultra forts. En Europe de l'Est aussi. C'est plus uniquement l'Europe de l'Ouest et Nord-Amérique, quoi. Il y a des gens maintenant qui sont développeurs talentueux que sur GitHub on voit, ils viennent de partout. Il y en a un dans Sri Lanka que j'ai vu dernièrement qui est trop fort. Et ça vous laisse du coup l'accès à un pool de talent, surtout dans le produit, dans le code, qui est beaucoup plus large. Et ça me fait penser à pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que en France on a des très bons ingénieurs et on le dit pas assez, mais on a des très très bons ingénieurs. Et d'ailleurs Julien Lemoine de Algolia est passé dans un épisode et il explique que clairement aujourd'hui, alors
Algolia, ils ont choisi volontairement d'avoir leur team produit à Paris. Okay, tout ce qui est engineering, les locaux. Et il explique un point important quand on commence à être en remote sur la time zone. Clairement, aujourd'hui, si on reprenait la décision qui était est-ce qu'on se met à San Francisco, à New York, eh ben, ils réfléchiraient 2 fois. Ils ont décidé d'être à San Francisco pour un accès à l'écosystème qui, pour eux, c'est les API. Et tout le gros du système des API, en fait, ils sont à San Francisco. Mais aujourd'hui, clairement, on prendrait la côte Est pour un overlap avec la time zone européenne. Pour que le travail entre l'Europe et les États-Unis soit le plus facile. Les 9 heures de décalage horaire sont mine de rien au jour le jour une contrainte et le fait d'être en côte Est change quand même la donne. Aujourd'hui, on se mettrait à New York sans hésiter parce qu'on a toute la R&D à Paris. Et aujourd'hui, il faut plus penser équipe au jour le jour plus que écosystème ou investisseur. Il faut être pragmatique sur les time zones et les gros décalages horaires. 1 heure, c'est invisible. 6 heures, ça commence à être pénible. Il y a 6 heures entre Paris et New York. Et 9 heures, ça commence à être extrêmement difficile à faire marcher. Et entre San Francisco et Paris, c'est 9 heures. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir quelqu'un qui l'a fait et qui nous explique qu'attention, le time zone, c'est un gros point de focus. Jean Lafleur de Anaxi, il faut absolument que les gens n'aient pas peur de demander de l'aide en remote et cela dépend de la personnalité des gens. Si tu fais pas ça, tu peux aller dans des directions totalement opposées. Slack, tu peux manquer énormément de contexte. Le remote te force aussi à documenter tes décisions. Je pense que quand on prend la décision de mettre sa boîte en remote, c'est absolument clé et nécessaire de documenter sans cesse et de se mettre dans une logique de documentation. Si tu fais pas ça, ça va être très très difficile de fonctionner de manière efficace en remote. Le remote te force à documenter toutes tes décisions et à documenter aussi, mais des décisions produits aussi. C'est-à-dire comment est-ce que tu installes ton produit quand un nouvel arrivant sur ta stack, des trucs de base comme, ou même des choses sur pourquoi est-ce que vous avez développé telle architecture pour telle fonctionnalité. Ça va être quelque chose qui va être absolument nécessaire. Et j'en reviendrai aussi sur un point que j'aurais rajouté sur le remote. C'est que, comme il explique, sur Slack, tu peux perdre beaucoup d'informations. Alors, certes, tu peux perdre beaucoup d'informations pour exécuter, mais tu peux aussi, un autre point important, penser que quelqu'un a dit quelque chose de manière énervée alors qu'en fait, il n'est pas du tout énervé. Parce qu'il a mis 3 petits points à la fin d'une phrase, ou etc. Et ça, je pense que c'est aussi le rôle de faire travailler sur la communication quand on est sur Slack et que les employés soient formés là-dessus. Je ne sais plus quel CEO expliquait qu'il formait tous les employés de la communication non violente. J'avais entendu dans notre podcast ça. Et qu'en fait, c'était ultra clé. Et c'est pareil aussi la culture du compliment. Ça coûte rien de donner un compliment. Mais quand tu es chez toi, etc., il faut vraiment complimenter les gens quand ils font du bon travail. Parce que ça, c'est quelque chose qui est en remote, tu le vois plus, beaucoup moins, et ça peut avoir des impacts sur la productivité de la personne. On va ensuite parler de tout ce qui est Silicon Valley et de la culture américaine. Et on va continuer avec Romain Serment, donc le directeur de BPI France aux États-Unis. Et il explique qu'il ne faut pas aller dans la Silicon Valley pour la hype. Ça doit faire sens si vous voulez aller là-bas. Si tu as une solution pour gérer des condominiums, tu es complètement à côté de la plaque, tu prends un avion, tu vas à New York. En fait, c'est ce qu'il expliquait, qu'il avait eu un meeting avec quelqu'un qui avait une solution pour gérer des condominiums, et il disait « Mais qu'est-ce que tu fais à San Francisco? Regarde autour de toi. Faut que tu ailles à New York. » La vallée, pour tenir 18 mois, il faut au minimum $1 million. C'est pour ça qu'en général, tu laisses l'ingénierie en local, ce que je disais juste avant, et que c'est le CEO qui vient au départ avec des bizdev pour trouver des clients, car la vallée, c'est 40% du marché de la tech, et que tu signes des contrats qui sont le double de ceux en Europe. Alors, il explique encore mieux que moi, et en beaucoup moins de temps en fait. Aussi, les VC, ils sont habitués au cross-border. Il y a aussi un énorme savoir des product designers dans la vallée, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le recrutement, c'est super dur. Et les gens sont super volatiles et n'ont aucun mal à passer d'une boîte à l'autre. Ça, c'est un truc qui est revenu souvent. C'est que dans la Silicon Valley, les gens sont très volatiles, ils peuvent se barrer du jour au lendemain. Aussi, c'est tout un contexte, parce qu'ils ne sont pas aussi protégés autant qu'en France. Tu peux te faire virer du jour au lendemain plus facilement. Il y a des règles quand même en Californie. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus... Et puis c'est aussi une société. Si tu as le cancer aux États-Unis et que tu n'es pas riche et que tu n'as pas les bonnes assurances, c'est un peu la merde. Donc on peut comprendre aussi qu'il y a un individualisme un peu plus et une fidélité un peu moindre que dans d'autres pays. Par contre, comme il explique, généralement c'est le CEO qui vient au départ dans la vallée avec des business pour trouver des clients.
car la vallée, c'est 40% du marché de la tech. C'est énorme. Et tu signes des contrats qui sont le double de ceux en Europe en moins de temps. Donc, et tu peux garder ton ingénierie en local. Ce qui peut faire beaucoup plus de sens, en fait. Ce qu'a fait Algolia. Algolia, leur ingénierie, elle est à Paris. Ça coûte moins cher. Et en plus, comme je disais, il y a des très 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 bons ingénieurs en France. Et même Carlos Diaz faisait une aparté dans cet épisode-là, juste après cette phrase-là, il expliquait qu'en France, mine de rien, on est un petit pays par rapport aux États-Unis, mais on a des très bonnes teams produits. Et on fait des produits, des fois, qui n'ont rien à rougir. Et un ingénieur dans la vallée, c'est 150 000 euros, 150 000 $ minimum par an. Et ça peut monter beaucoup plus vite. Et Romain Serment continue. Sur les centaines d'Américains que j'ai rencontrés, il n'y en a pas un seul qui a été une fois en retard. Ils attendent pas. Si tu es en retard de 5 minutes, c'est très malvenu et la personne peut partir. Et surtout, quand on est en retard, c'est très important, on ne s'excuse pas en disant qu'on avait quelque chose d'important à faire. Pourquoi j'ai noté cette phrase-là ? C'est parce que c'est vrai que ça revient tout le temps. Les Américains, sur les centaines d'Américains qu'il a rencontrés, il n'y en a pas un seul qui était une fois en retard. Donc ça, avant d'aller dans la Silicon Valley, il y a intérêt de bien régler sa montre. Soyez pas en retard, soyez en avance, et les gens n'ont pas le temps en fait. Ils attendent pas. Et il peut y avoir des gens qui se barrent en fait. Ils peuvent, et surtout c'est très mal vu. Ça montre quelqu'un qui n'est pas du tout organisé, qui n'est pas du tout ordonné, et c'est pas bon. Il a même fait l'anecdote, Carlos Diaz, d'une personne, un VC qui organise sa journée sous slot de 15 minutes. Alors je sais pas son nom, mais et qui explique en fait, si t'es en retard de 5 minutes, t'as un tiers du slot qui est perdu. Donc il faut soyons à l'heure, et surtout, vous voyez, il y a peut-être des apprenons des Américains sur ça en vrai. Soyons à l'heure. Ces épisodes-là en fait, et ce podcast-là, il m'a changé sur plein de points de vue. Parce que c'est vrai que quand tu prends conscience de ça, je suis pas souvent en retard, mais je suis pas tout le temps systématiquement à l'heure, et il faut être à l'heure. C'est important. Soyons à l'heure et apprenons les Américains sur ça, et soyons rigoureux. Et c'est quand même bien d'évoluer dans une société où les gens sont à l'heure. C'est aussi une forme de respect par rapport à la personne en face. Et comme il explique, quand on est en retard, on s'excuse pas en disant qu'on avait quelque chose d'important à faire, parce que ça veut dire que la personne en face, finalement, elle est beaucoup moins importante que ce que vous aviez à faire. Donc ça marche pas du tout. Bon allez, c'est la plus grande partie, celle-ci. Comme vous pouvez vous en douter, on a plusieurs points qu'on va aborder, et c'est presque un épisode que j'aurais pu faire en entier sur le VC, mais je vais le mettre là-dedans, parce que je ferai d'autres épisodes sur le venture capitaliste, parce que j'ai plein de notes que j'ai sur ces sujets-là, et je pense que ça va vous aider à y voir plus clair aussi. Pierre Gobil commence. Le monde de l'investissement, il est hyper structuré, et il y a des phases. Il y a le seed, il y a la série A, B, C, D. Il y a même le pré-seed avant. Et tout ça, en fait, ça correspond à des choses qu'on doit accomplir. Dans le pré-seed, on crée une équipe et on fait un prototype. Le seed, en fait, on essaie d'atteindre un product market fit. La série A, on essaie de construire le gros engine, l'engin de croissance, et de solidifier le business model. Et la série B, on a compris et on met du muscle. Tout cela est régi par des milestones, et du coup, quand est-ce qu'on lève de l'argent ? Et c'est un peu la phrase, c'est quand est-ce qu'on lève de l'argent ? Idéalement, quand on a atteint ces milestones. Et ça, on y voit très clair. Le pré-seed, qu'est-ce que c'est ? On crée une équipe et on fait un prototype. On cherche une direction. Le seed, on essaie d'atteindre un PMF. On valide notre direction. On valide que c'est là-dedans qu'il faut aller. C'est comme ça qu'on y va. Et la série A, c'est en fait, on l'a compris, et là, il nous faut du cash pour construire la croissance. Et d'ailleurs, c'est même souvent en série A qu'on voit beaucoup de recrutements qui sont faits sur les équipes de sales pour construire un peu le gros engine, en fait. Qu'est-ce qui va nous apporter la croissance, la force de vente ? Ou alors même tout le gros engine au niveau de l'inbound marketing, etc. Et derrière, après, série B, on met du muscle. Et série C, etc. On met du muscle parce que là, on a tout validé et on a solidifié notre business model et on avance. Donc c'est très intéressant quand vous entendez parler de ça. Pré-seed, seed, série A, série B, série C, série D, etc. Ça correspond à des milestones bien particulières. Et ça peut être des termes qui paraissent abstraits, mais finalement, en fait, une fois qu'on a compris ça, on y voit un peu plus clair. Et Thibaut Favre de Fairmint montre que le truc que vendent les VC aux limited partners, c'est un deal flow. Alors les limited partners, c'est ceux qui vont mettre l'argent dans le fond. Quand vous avez un fonds d'investissement, vous avez des limited partners qui peuvent être entre 100 et 250, ça dépend de certains fonds. Et ces gens-là, en fait, sont des gens très riches qui mettent de l'argent dans le fonds. Et ensuite, les ventures capitalistes, qu'est-ce qu'ils font ? Les VC qui dirigent ce fonds-là,
et ben en fait, ils vendent aussi un deal flow à ces investisseurs-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont mettre l'argent dans les startups et parce qu'ils connaissent le marché, etc. Et les LPs, ils restent à son retour. Ils restent un peu en retrait. Le rôle des VC, en fait, leur force, c'est qu'ils ont une capacité à identifier et à recevoir des opportunités d'investissement de la part des entrepreneurs. Les LPs, donc les limited partners, ils n'investissent pas directement car ils n'ont pas l'accès ou l'envie d'y consacrer le temps nécessaire, car c'est beaucoup de boulot et ils font comprendre le marché, l'entrepreneur, la vision, etc. C'est pour ça que les LPs, ils n'investissent pas directement, ils confient de l'argent dans les fonds d'investissement pour que les VCs investissent eux-mêmes dans les startups. Par définition, un limited partners, il est donc relativement passif. Et c'est Pierre Gobil qui vient expliquer ça, une fois qu'on a compris ces notions de limited partner et de VC, c'est que l'argent des VC, c'est l'argent le plus cher au monde. Et c'est celui qu'il faut prendre en dernier pratiquement. Pourquoi ? Déjà parce que, d'une part, le meilleur argent, c'est celui qui provient de vos revenus. C'est celui qui provient de vos clients. Le deuxième meilleur argent, c'est les prêts. Parce qu'il n'y a pas de dilution et ça se rembourse. Et le troisième argent qu'on peut avoir, c'est effectivement un investissement, que ce soit de la part du venture capital ou d'une autre manière, mais c'est celui qui est le plus engageant. Il faut que les gens comprennent quelque chose. À partir du moment où on prend l'argent d'un VC, on s'engage à faire du M&A ou une IPO dans les 7 ans. Ou à avoir à ce que le VC puisse sortir s'il investit en seed, qu'il puisse sortir en série A ou en série B. D'ailleurs, c'est souvent ça. Hein, quand tu passes de série A à série B, tu as souvent d'autres VC qui rentrent, ou un seul VC, et ils peuvent sortir les VC précédents en fait, en rachetant les actions. Et c'est ça l'idée. Un VC n'acceptera pas d'investir dans une boîte qui veut rester indépendante pendant 20 ans et qui n'a pas vocation à faire une exit. Et c'est ça la responsabilité de l'entrepreneur et son engagement quand il rentre dans la machine VC. Et ça, c'est un truc que les gens, ils ont tendance à sous-estimer. Il y a plusieurs manières de construire une boîte. Et ça dépend de vous, en fait. Il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Tu vois, c'est quel chemin tu veux emprunter. Et ça, quand tu prends l'argent des VC, il faut bien être conscient. Ta responsabilité en tant qu'entrepreneur et ton engagement, c'est d'apporter une liquidité à ce VC-là, avec une plus-value, dans les 7 ans, en fait. Et pas avant. Et pas après, je veux dire, et pas dans 20 ans. Donc si tu es en mode, vas-y, je prends ton argent, t'es à côté de la plaque, en fait. Tu ne rembourses pas tout sur 20 ans. Et tu as même des histoires de personnes, alors je me souviens plus du nom, mais il avait emprunté de l'argent sur un VC, ça se passait super bien. Et puis à un moment, en fait, ils ont commencé à se fâcher parce qu'il y avait une personne qui a voulu racheter la boîte, et le VC voulait absolument sortir. Parce que lui, il faut bien se rendre compte qu'il veut apporter une plus-value aux LPs. Lui, les LPs, quand ils mettent de l'argent sur le fond, c'est pour avoir une plus-value. Ils sont pas là pour laisser de l'argent, ils sont là pour faire travailler l'argent. Donc, le VC voulait apporter une liquidité à ses LPs, il a voulu sortir de la boîte, notamment aussi pour remonter un autre fonds derrière, parce qu'il travaille en continu. Ils montent un fonds, ils en remontent un autre, ainsi de suite. Et en fait, l'entrepreneur, il voulait pas vendre. L'entrepreneur a dit, je ne vends pas. Et là, ça a commencé à tourner au vinaigre avec le VC. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu qu'il rachète les parts du VC parce que c'était plus possible de travailler ensemble. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Prendre de l'argent au VC, ça a un engagement, ça a des responsabilités. Et Carlos Diaz explique que l'argent des VC, il a également un taux d'intérêt, car il y a des liquidations préférentielles. Il y a aussi un tas de clauses qui peut faire en sorte qu'il y a un taux d'intérêt, même sur une convertible note, un safe. Et il y a souvent un taux d'intérêt qui est associé à cette note convertible, mais surtout, en fait, c'est dilutif. C'est-à-dire qu'il faut abandonner du capital. Et tu peux perdre le contrôle de ta boîte. Et tu peux aussi avoir des frictions, car le VC va chercher à un moment des événements de liquidité, comme je vous ai expliqué juste avant, l'événement d'une exit par exemple, qui peut arriver, pour sortir. Donc attention aux clauses dans les term sheets. Et c'est pour ça quand on a une term sheet, qu'on signe avec un investisseur, il faut regarder attentivement. Et surtout, ça va dépendre aussi de votre vision, de où est-ce que vous voulez aller. Il y a vraiment cet événement de liquidité. Quand on lève de l'argent, on rentre dans une machine où il va falloir apporter des événements de liquidité pour son VC. Et ça peut complètement déroger avec votre vision. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez envie de faire, etc. Peut-être que vous voulez juste faire une PME. Et donc, soyez-en conscients en fait. Ça, c'est la base de la base avant de lever de l'argent. Et d'ailleurs, quand il explique que tu peux perdre le contrôle de ta boîte, c'est super drôle parce que dans un épisode, il y a un moment, il y a une personne qui avait rejoint le monde du VC et il était super tech le gars. Et donc en fait, il était à un meeting et la boîte elle pitchait un peu comment ils allaient attaquer le marché, etc. Enfin comment ils allaient sur une nouvelle marche, dans la continuité de leur exécution. Il a commencé à vraiment les taquiner un peu sur leur exécution. Il n'était pas d'accord avec eux sur comment il fallait exécuter. Et en fait, le gars à côté de lui, qui était le VC du fond,
il a pris à part à la fin et il dit écoute, je ne refais jamais ça. Laisse-les faire leur exécution. Toi, t'as qu'une seule rôle. T'as que 2 rôles. Trouver où mettre l'argent et virer le CEO s'il n'atteint pas les milestones. Et ça, en fait, c'est une réalité. Virer le CEO s'il n'atteint pas les milestones. Et moi, j'ai plein de potes qui ont des SaaS et des fois, ça a été tendu. Hein. Tu peux te faire sortir. Si tu n'atteins pas les milestones, le VC peut dire Coco, tu dégages, on va mettre quelqu'un d'autre qui est plus solide. Donc, tu peux perdre le contrôle de ta boîte. Donc, attention au term sheet. Il y a toujours attention aussi à qui vous faites rentrer. Et je crois même que c'est Emmerich Erlnoult de Agora Pulse sur l'épisode de SaaS Club. Écoutez-le, est exceptionnel. Et il explique le fight qu'il a eu avec des investisseurs parce que ça s'était mal passé. Et tu laisses des plumes. Hein. C'est super marrant comme il raconte, mais on en rigole, mais quand ça t'arrive, faut être solide. Ben Marel, qui est passé aussi dans... Comme toujours, alors il explique sur la relation investisseur et entrepreneur. Comme toujours, la relation investisseur et entrepreneur, elle est basée sur la confiance. Si tu vas voir des gens qui sont à ton capital uniquement en temps de crise et que tu leur parles pas vraiment souvent, évidemment, les mecs, ils vont devoir arriver et ils vont te dire t'es dans la merde en fait. Attends, le mec, il est là, il vient pour de l'argent, il est sympa, mais il vient me faire les poches. C'est pas très simple. Et c'est là que tu apprends avec l'expérience que entretenir une relation avec tes investisseurs, c'est important. Et ensuite, il faut aller les voir avec un plan crédible. Si tu y vas avec la gueule enfarinée et que tu leur dis « Les gars, j'ai besoin de 10 bâtons », c'est sûr que tu vas recevoir un accueil plus trop froid. Il faut avoir pris conscience de la situation, préparer un plan qui fait sens et que tu leur donnes une direction qui semble crédible et qui justifie une rallonge. Il y a plein d'investisseurs qui sont à l'écoute de ça. Ça, c'est dans le cas en fait, où tu as besoin qu'on remette au pot parce que tu n'as pas levé assez ou parce qu'il y a eu des événements dans le marché qui font que tu n'as pas atteint les milestones ou le Covid, par exemple. Tu vois. Donc, quand on lève de l'argent, on ne célèbre pas et après on oublie les investisseurs. On noue une vraie relation avec eux. Et je pense même à un épisode d'une personne qui, je sais plus un peu son nom, j'oublie toujours les noms des personnes maintenant, il y en a trop. Mais en gros, il envoyait des articles régulièrement à ses investisseurs quand il disait un truc intéressant. Et il cultivait vraiment une relation avec ses investisseurs. C'est quelque chose qui est important. On a ensuite Marilène Delbourg-Delphis, qui est partenaire à Element. Et c'est elle qui est d'ailleurs dans le premier épisode que je vous ai recommandé de regarder sur faut-il lever, parce qu'elle est dedans. Et elle explique, je suis d'accord avec l'idée que les VC, c'est une machine. Parce qu'un VC, c'est pas quelqu'un qui possède cet argent. Il dépend lui-même des engagements de ses limited partners. Il a donc son propre modèle économique. On s'engage donc dans une machine à plusieurs niveaux. On est dépendant de son agenda, mais aussi d'une autre chose très importante. C'est que quand on a plusieurs VC, chaque VC qu'on a dans son board, dans son conseil d'administration, a des fenêtres et des échéances différentes, notamment sur les événements de liquidité, qui sont parfois difficiles à faire coïncider. Cela peut même parfois faire capoter des entreprises. Quand on a des agendas de plusieurs personnes, ça rend l'exécution complexe aussi au niveau du board pour l'entrepreneur. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, qu'il faut mieux avoir un minimum d'intermédiaires. Plus on a beaucoup de personnes, plus on ajoute beaucoup d'agendas différents. Et en ajoutant beaucoup d'agendas différents, on se complexifie en fait les décisions lorsque un événement de liquidité arrive et que ça ne coïncide pas du tout avec ce que veulent certaines personnes. Mark Versten de Loft Orbital. De la même façon que la réussite, c'est une mise en adéquation entre ce que l'on veut et ce que l'on est en train de faire, le succès d'une bonne levée de fonds, c'est une mise en relation entre un modèle, un plan et des investissements. Si on n'a pas besoin d'investissement, si on peut se développer avec des clients, s'il n'y a pas de raison d'aller très vite pour tuer la concurrence, il n'y a pas de raison de lever de l'argent. Donc je répète, si on n'a pas besoin d'investissement, si on peut se développer avec des clients, comme a expliqué Per Gobil, parce que l'argent des clients, c'est le meilleur argent, s'il n'y a pas de raison d'aller très vite pour tuer la concurrence, parce qu'on n'est pas dans une logique de winner takes all, alors il n'y a pas de raison de lever de l'argent. Mais il y a plein de cas dans lesquels il y a besoin de lever de l'argent. Surtout quand tu es sur un modèle économique où la récompense vient plus tard. Notamment dans des business où tu dois absolument cramer de l'argent pour arriver à ton objectif. Que ce soit dans la deep tech, que ce soit dans la biotech, que ce soit même dans des marketplaces. La marketplace est extrêmement consommatrice en cash parce que tu as deux côtés à faire grimper et c'est très très difficile. C'est sûrement même l'un des business models les plus durs à exécuter. Ça, en fait, ça fait sens.
Donc prenez votre temps de réfléchir aussi à ces 3 conditions qu'il explique pour savoir si ça vaut le coup de lever de l'argent pour vous. Pierre Gobil de 34 éléments. Il faut d'abord se poser la question de quel investisseur on a besoin. Un investisseur, c'est d'abord un individu, donc on choisit un général partner dans la firme qui correspond à ce qu'on veut. Moi, ce que j'attends d'un investisseur, c'est que d'abord, il ait une certaine compétence et connaissance de mon marché. On voit des VC qui sont spécialisés, qui ont des thèmes, notamment dans le SaaS, tu as des VC qui sont spécialisés dans le SaaS, comme Point Night Capital, etc. Parce qu'il est important d'avoir une compréhension du domaine dans lequel évolue la société. Il aura vu des business models, des expérimentations, et il pourra aider l'entrepreneur. Ensuite, quand on a un VC, on rentre dans un réseau qui pourra amener des partenaires, des clients, des employés. Et les bons VC, c'est ceux qui ont une vraie vision du marché, un excellent réseau exploitable par l'entrepreneur, et c'est pas que de l'argent finalement. Mais il faut relativiser car on ne choisit pas nécessairement son VC et pas toujours son général partner dans une firme. Et ça, c'était d'ailleurs, c'est pas, je l'ai mis dans Pierre Gobil, mais c'est Marilène Delbourg-Delphis qui avait mis à la fin ça qui venait de nuancer en expliquant qu'on ne choisissait pas toujours son général partner dans une firme. Ce qui est important de comprendre, c'est que le VC, on ne choisit pas au hasard. On choisit souvent un VC qui est spécialisé, qui aura vu des business models et des expérimentations qui pourra aider l'entrepreneur. Et on ne choisit pas uniquement pour l'argent. Et en plus, quand on a un VC, on rentre dans un réseau qui pourra amener des partenaires, des clients et des employés. Et ça me fait penser à un épisode que j'ai écouté avec l'un des fondateurs de Celsi. Celsi, ils sont allés avec ils ont un fonds d'investissement qui s'appelle PSG comme le club de foot. Et c'est un fonds d'investissement qui est très très solide pour faire tout ce qui est du M&A et consolider en fait. Et celle-ci, dans une logique de racheter, etc., ils font beaucoup de rachats, etc. Et ils sont très, très rodés, PSG. Et ils aident énormément celle-ci sur ces sujets-là. Et donc, d'ailleurs, même aider beaucoup à recruter des profils extrêmement pertinents très vite pour rentrer dans une notion de rachat, consolidation, etc., de M&A. Et donc, ça, en fait, ça faisait sens pour lui d'aller vers ce fonds d'investissement-là, PSG, parce qu'il savait qu'il allait arriver avec une expertise qui a été extrêmement importante. Et comme il explique, lui, ils peuvent racheter une boîte en un mois. Et l'intégrer. Et c'est très très dur à faire. Ça demande une très très grande expérience. Donc il faut savoir avec quel type de VC on va, notamment à cause de ces expertises-là. Et Jean Laroche-Prochard, il dit qu'un VC, il sert à 3 choses. Il sert à te connecter à des talents auxquels tu n'as pas accès. Il sert à trouver ton nouveau VC dans le next round. Et il sert aussi à régler les problèmes entre les cofondateurs. Donc voilà aussi d'autres choses qu'un VC peut apporter à une entreprise qui a énormément de valeur aussi. Pierre Gobil de 34 éléments. Pour les phases de dilution, pré-seed, c'est entre 15 et 20. Le seed, c'est entre 20 et 25. La série A, c'est entre 20 et 25. Et ça peut aller à 30%, ça dépend des boîtes. Et une série B et C, il y a beaucoup moins de dilution car la boîte, elle est plus mature. Finalement, elle a son gros engine, elle veut mettre du muscle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a moins de dilution. Et donc, elle coûte beaucoup plus cher, évidemment. Donc, en coûtant beaucoup plus cher, il y a moins de dilution. Aussi, une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de dire qu'ils ont besoin d'argent pour aller recruter un développeur, un comptable, etc. Mais ça, c'est de l'exécution. Et ça ne regarde pas le VC. Il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est de savoir où tu vas amener la boîte avec son argent. Et d'ailleurs, c'est exactement ça fait totalement sens avec l'anecdote que je vous racontais juste avant sur le VC qui donnait beaucoup de conseils sur la manière avec laquelle la boîte exécutait. Et le gars lui a dit, écoute, c'est pas ton rôle. Toi, ton rôle, c'est de leur amener les milestones et de virer en fait le CEO s'il ne fait pas son job. Et s'il n'atteint pas ses milestones. Et donc, quand on s'adresse à un VC, il ne faut pas rentrer dans les détails sur comment est-ce que tu vas utiliser son argent en fait. Lui, il s'en fout. Lui, il veut savoir comment est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas amener ta boîte avec son cash. Où est-ce que tu vas l'amener? C'est par ta vision, c'est par le marché, comment va le marché évoluer, comment tu vas l'attaquer, etc. Savoir que tu as besoin de 30 développeurs, lui, il s'en fout. C'est du temps perdu, en fait. Et comme le temps des VC est précieux, vaut mieux aborder les bons sujets dès le départ. Frédéric Laluyot, de Aera Technologies. Il faut lever 2 fois plus, car cela va prendre 2 fois plus de temps qu'on croit. Et on se fait toujours avoir sur ça. En revanche, les VC n'aiment pas le gras. Et ils vont demander à ce que l'argent soit dépensé sur les 18 à 24 mois. Car il veut mettre une fusée dans la startup. Retenez cette image. Un VC est là pour mettre une fusée dans la startup. Il est là pour te faire accélérer. C'est pour cela qu'il faut lever ce que l'on peut dépenser intelligemment. Il faut une cohérence entre la levée de fonds qu'on cherche à faire et la milestone qu'on doit atteindre. Alors, quand il dit, attention, il ne faut pas lever trop d'argent.
quand on lève trop d'argent, et d'ailleurs, il y a même un épisode sur ça, sur Silicon Carney, mais j'ai oublié le nom, qui traite de ça. Ça peut être problématique quand on lève trop d'argent, quand on lève des valos trop grosses. Parce qu'on n'a pas réussi à atteindre les milestones souvent et que ça va nous compliquer la vie quand on va devoir lever de l'argent au prochain round. Mais par contre, et ça c'est une remarque que j'ai entendu beaucoup de personnes dans le SaaS dire, c'est que ils avaient levé par exemple pour 15, 16 mois, et il expliquait qu'en fait, lui, il aurait dû lever pour 24 mois. En fait, il faut lever ce que l'on peut dépenser intelligemment. Donc, savoir où est-ce qu'on va mettre le cash aussi. D'où l'importance des fois de ne pas lever trop tôt. Carlos Diaz explique, il faut toujours garder en tête que quand tu vas lever de l'argent, il y a l'agenda de la boîte, l'agenda des fondateurs et l'agenda des investisseurs. Car un fonds, ça dure en général 10 ans. Et bien évidemment, il faut qu'il puisse sortir un moment, avoir ce qu'on appelle des événements de liquidité. Que ce soit en secondaire, c'est-à-dire au prochain round, donc dans les séries suivantes, il investit en série A, il sort en série C, par exemple, ou sur une IPO. Ou il y a aussi, dans le même titre qu'une IPO, c'est une exit, la boîte se fait racheter. L'objectif d'un fonds, c'est de multiplier sa valeur. Les LPs mettent du cash et il faut que derrière, ils puissent sortir beaucoup plus, qu'il y ait un retour sur investissement. Notamment pour le VC, pour qu'il puisse ensuite avoir la crédibilité pour lever son prochain fonds dans la suite, mais aussi pour pouvoir derrière avoir sortir toucher plus d'argent en fait. Ce qu'on appelle sur le carry. En gros, ah oui, il y avait une notion aussi qui est importante à savoir. Ils ont parlé de Special Purpose Vehicle. Ça, c'est une notion qu'on voit très souvent dans les startups. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va le définir ensemble parce que à The Family, ça fonctionnait énormément comme ça. En fait, un SPV, un Special Purpose Vehicle, c'est une sorte de structure où les business angels, ils vont se regrouper entre eux pour faire une seule ligne d'investissement dans la startup au lieu d'avoir 20 business angels. Et ça, on en avait parlé avec Denis Drop Contact, qui est à une soirée, et il y avait une boîte qui était venue le voir. Et en gros, la boîte lui disait, ouais, j'ai fini mon round. Donc je sais plus, ils avaient levé, je crois, 800 000 en seed. Et il dit, alors, tes VC, tes business angels, tu les as fait investir en frontal ou tu as fait un SPV? Et il disait, non, j'ai tout investi en frontal. Il lui dit, tu vois, ça, moi, c'est un truc que je ferai jamais. Si tu fais ça, en fait, le problème, c'est que quand tu fais venir trop de gens d'un coup, ça peut te complexifier les décisions après. Parce que la probabilité que tu te fâches avec aucun d'entre eux, elle est très faible. Parce que tu as 20 personnes avec 20 agendas différents. Donc, ça peut poser problème. Et le fait d'avoir un SPV, ça t'enlève un certain problème parce que tu vas avoir une seule ligne dans l'investissement, en fait. Et donc, tu as 20 investisseurs qui vont investir dans le SPV. Et le SPV, derrière, il appartient dans la boîte. Et cette famille, ça fonctionnait comme ça, avec beaucoup de SPV. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une histoire que j'ai entendue qui a coûté cher à l'entrepreneur, je vous la raconte. En gros, tu avais un mec qui avait fait venir des investisseurs très tôt au niveau de sa boîte, des business angels. Il y avait un vieux monsieur qui avait investi, je crois même que c'était pour des raisons de défiscalisation, etc. Et à un moment, il était au board, et à un moment au board, il n'était pas content sur une décision, je sais pas quoi. Et l'entrepreneur lui a dit, en gros, qu'il connaissait rien et que de toute façon son avis comptait pas. Et donc le gars, en fait, il n'était pas très content, ça s'est fâché, etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi? Dans les années qui ont suivi, il y a eu une proposition de rachat de la boîte. Et il a fallu que tout le monde signe pour acheter la boîte. Et ce mec-là, comme on lui avait manqué de respect, il a dit, je ne signerai pas. Et lui, il s'en foutait parce qu'il était blindé. Il dit, je m'en fous, je ne signerai pas. Et ils n'ont pas pu vendre la boîte. Donc, ça, quand ça t'arrive, tu rigoles pas. Donc, ça montre aussi à quel point il faut savoir qui c'est qu'on fait rentrer dans sa boîte, et surtout, nouer des relations intelligentes avec ses investisseurs. Et je terminerai avec cet épisode avec une dernière phrase de Jean de la Roche-Brochard de Kima. Les first-time entrepreneurs, ils n'en sont pas toujours conscients, mais lever en seed avec une valorisation très élevée fait que tu dois délivrer beaucoup plus pour le prochain round. C'est exactement ce qu'on disait. Donc attention, faut nuancer. Faut lever plus parce que tu sais que sur tes deadlines, tu ne vas pas les atteindre, mais attention, quand tu lèves trop, à une valorisation trop élevée, il va falloir que tu délivres beaucoup plus pour le prochain round. Et avec une grosse valorisation vient de grandes responsabilités. Et ça peut te complexifier la suite de ton aventure pour atteindre les prochaines milestones. Donc voilà, c'est un épisode qui aura duré 1h20. Merci d'être resté avec moi. J'espère que ça aura été intéressant parce que je vous garantis que moi, en écoutant tous les épisodes, j'ai appris une tonne de trucs. J'ai adoré. C'est un podcast que j'aime bien.
Je vous encourage aussi, quand vous tombez sur un bon podcast, à rester dessus et à pas partir dans tous les sens et à écouter les premiers épisodes du premier au dernier, parce que ça vous permet d'avoir le hasard des choses, qui fait que des fois vous allez apprendre des trucs super intéressants alors que vous n'auriez jamais écouté l'épisode parce que le titre vous convenait pas ou j'en sais rien. Et on a des bonnes surprises. Et surtout parce que je trouve que le format du podcast, c'est quand même un podcast pour apprendre très très vite. C'est vraiment le format pour apprendre sous stéroïdes. Vous voyez. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous ont plu. Si vous connaissez aussi d'autres très bons podcasts comme Silicon Carnet, il est disponible sur YouTube également pour ceux qui veulent. Il faudra YouTube Premium par contre, sinon parce que vous allez manger trop de pubs et ça va être assez difficile à écouter. Il est aussi disponible en podcast sur les différentes plateformes. Je vous encourage vraiment à écouter les 4 épisodes du coup, c'est pas 3, il y en a 4 que j'ai mis. C'est vraiment, commencez par cela, il y en a même 5 du coup parce que celui-là est en 2 parties. Vous allez passer vraiment un très très bon moment. Servez-vous un bon verre de vin et écoutez ça avec beaucoup d'attention parce que c'est vraiment de l'or en barre. Allez, je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.